Le Rav est né à Kosova, une ville située, je crois, entre la Biélorussie et la Lituanie. Bon, pour nous, c'est la Russie, quoi. Il est né dans cette ville remplie de Géonim, de Gdolim, hors du commun. Je ne cite que le Hazon Ish, mais il y avait énormément de Talmidei Hachamim dans cette ville-là. Il était dans une famille de 9 enfants, et le Rav était le 9e de cette famille-là. Donc depuis sa naissance, le Rav n'a côtoyé que le Olam de la Torah. Il a passé sa jeunesse dans les yeshivot, et notamment la plus importante, c'est Radin, les yeshivas du Hafetz Haïm alav Shalom, où il a étudié dans le shiur de Rav Elhanan Wasserman alav Shalom. Il y a un autre Rav qui s'appelle Rav Naftali Trop. Le Rav Haikin était connu, il est connu aujourd'hui comme étant le Rosh Yeshiva de la ville d'Aix-les-Bains, de la yeshiva d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, même les Goyim qui ne connaissaient pas la ville d'Aix-les-Bains, il y a beaucoup de petites villes en France, on ne les connaît pas. Et Aix-les-Bains était connu grâce à la yeshiva. Et le Rav personnifiait cette yeshiva, personnifiait ce petit village, j'allais dire, mais ces petites villes, d'où est partie la Torah, pour la France notamment, et pour le monde entier. Parce que je vous dis, il y a les Bahurim d'Aix-les-Bains, vous les retrouvez partout dans le monde. Mon arrivée à la yeshiva d'Aix-les-Bains en novembre 70, faisait froid, à peine descendu du taxi, c'est le Rav qui nous a accueillis. Je vois un Rav avec une Hadrat Panim magnifique m'accueillir à la descente du taxi, moi un jeune Bahour du Maroc. Je demande aux gens, aux Bahourim, c'est qui ce Rav? On m'a dit c'est l'élève du Hafetz Haïm. Et là pour moi ça a été un choc terrible. Pourquoi? Parce que chez nous à Meknes, à la maison, on avait une bibliothèque où il y avait le Chass et à côté du Chass le Mishnah Brura. Et pour moi, le Chass et le Mishnah Brura, c'est la même époque. M'annoncer que le Rav était l'élève de l'auteur de la Mishnah Brura, c'était pour moi comme un choc. C'est comme si on dit à quelqu'un, je te présente le petit-fils de Ezra Sofer. Le gars il dit ou je rêve ou il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le travail et tout ce qu'on a vécu à l'Yeshiva, on ne peut pas dissocier le Rav alav Shalom de Rav Gershon Kael, qui est ce que j'appelle moi Amoud HaChesed. Il travaillait main dans la main. Dès qu'il voyait un Bahour avec un potentiel, il remuait ciel et terre pour ne pas qu'il aille à la fac, pour ne pas qu'il aille ailleurs, pour qu'il reste dans l'Olam de la Torah. Et ça a donné des dizaines et des dizaines et des dizaines de Gdolim actuels qui sont passés par ce biais. Si on veut définir le Rav, je dirais le Rav c'est du feu. Le feu de la Torah. Et la première dracha à laquelle j'ai assisté, ça a duré peut-être une demi-heure. À la fin de la dracha, c'est comme si j'avais pris une douche. J'étais tellement en sueur par la force, la crainte que dégageait le Rav, que j'étais malmâche, totalement mouillé de haut en bas, tellement c'était impressionnant. Dans ces années-là, le Rav avait encore toute sa vigueur. Quand je dis que le Rav c'était du feu, ça veut dire que les émotions étaient très fortes. Chaque situation, on en a eu plusieurs, où il y avait une réaction qui pouvait déclencher la colère. Il marquait un temps d'arrêt, il changeait de lieu, il calmait sa réaction qui puisse être que de la colère, et il revenait avec une réaction qui était pure, Kedusha, pure pour le caveau de la Torah. Il avait un amour de la Torah qui était impossible qu'il ne soit pas transmis. Même les élèves qui étaient considérés comme pas tellement bien à l'Yeshiva ont fini par être soit des Gdolim, soit des Avrechei Kolel. Parce que quand on passait dans cette yeshiva et qu'on recevait ce rouah du Rav, c'est impossible de rester inerte à ça. Ça rentrait au fin fond de chacun des Bahurim. Quand on faisait les récréations pendant les cours de Hol à l'yeshiva, des fois il rassemblait une dizaine d'élèves. Au Beth Midrash, on va étudier 5 minutes. Une récréation, ça durait 15 minutes. Il nous prenait 5 minutes de la récréation. Et à la fin, rayonnant, il disait, vous voyez, on a étudié 50 minutes de Torah. Et pour lui, c'était une source de joie magnifique d'avoir fait étudier des Bahurim un total de 50 minutes. Pour le Rav, toutes les personnes étaient importantes. C'était pas le titre. Il avait un juif en face de lui. Jeune, vieux, froum, pas froum, religieux, pas religieux. Il veut lui transmettre quelque chose. Je me rappelle une fois, il y avait un monsieur adulte qui n'était pas Shomer Shabbat. Et donc le Rav l'a pris, il le prenait par la main, il y avait toujours ce contact physique. Mamash, ce contact physique était important pour lui. Il le prend par la main, il tourne autour des bâtiments de la yeshiva et il lui fait du moussar pour lui dire « fais tchouva ». Et l'autre, il bouge pas. Alors le Rav, au bout d'un tour ou deux, il lui dit « écoute,
les plantes que tu vois plantées ici dans ce jardin, depuis qu'on a fait 1 ou 2 tours, ils ont poussé un petit peu, ils ont changé un petit peu. Et toi, tu bouges pas. Eh ben le type, il a fait tchouva. Le type, je le connais très bien, Shomer Shabbat, tout ce qu'il faut. On peut interroger les milliers d'élèves qui sont passés par Aix-les-Bains. Tous, ils vont vous dire cet amour pour l'autre, cette bonté pour l'autre et l'émerveillement devant la nature. Ça, quand il découvrait quelque chose de la nature, il était émerveillé. Je donne un exemple, mon beau-père, Izacher Letov, chez Ibadel Lechaim Tovim, il lui a amené une grenade du Maroc. Le Rav n'avait jamais vu de grenade. Il était là, taqué, il était émerveillé. C'est comme si on lui a donné un diamant, il regardait une grenade. Et puisque je parle de mon beau-père, Izacher Letov, il faisait partie des 3 premiers élèves qui sont venus du Maroc. Comment le Rav a fait le lien avec le Maroc. En étudiant, il voit partout le Rif, d'accord, un des plus grands poskim du monde. Le Rif, il dit c'est qui ça le Rif? Il dit Rabbi Yitzhak El Fassi. C'est quoi El Fassi? La ville de Fès. Où se trouve la ville de Fès? Au Maroc. Alors il prend sa plume, sans connaître, il écrit à monsieur le Dayan de Fès. Voilà, nous avons une yeshiva à Aix-les-Bains, envoyez-nous des élèves. Qui reçoit la lettre? Le Rav Yedidia Monsonego Alav Shalom, qui était le Dayan de Fès. Et bien la première des choses, il a envoyé son fils, Rabbi Aaron Monsonego, qui est niftar il n'y a pas très longtemps. Et donc c'était le premier élève du Maroc qui est venu à Aix-les-Bains. Et ensuite, il y a eu mon beau-père, il y a eu Rav Gabay, si Badlou Lechaim Tovim. Et donc ils étaient très très proches du Rav. Et je peux témoigner que le Rav avait un amour particulier pour les Marocains. Et il a fait un voyage au Maroc, il est revenu émerveillé de ce pays-là. Une année à Pessah, comme chaque année, les enfants, les Bahourim, rentraient chez eux pour les vacances de Pessah. Sauf quelques Bahourim, notamment des Marocains, parce que c'était compliqué à l'époque pour rentrer au Maroc, c'était 3 jours de voyage, train, bateau. Donc on est resté à l'Eshiva et on passait Pessah à l'Eshiva. Pour nous, Bahourim, c'est les vacances. Aix-les-Bains, c'est une superbe, très belle ville, avec un lac, c'est le printemps, donc on va profiter au maximum de la ville. Tu parles. Le Rav nous a pris tous les jours, il nous a coincés au Beth Midrash pour nous faire un shiur, pour étudier avec nous Masechet Kiddushin, parce qu'on est arrivé vers la fin, mais on n'avait pas pu la terminer pendant le Zman. Donc tous les jours, 2 heures, parfois plus, Masechet Kiddushin, jusqu'à ce qu'on l'a terminé. Une fois qu'on l'a terminé à Erev Pessah, on est monté chez lui pour faire le siyum, pour faire la clôture de la Masechet. Et on l'a fait avec du rhum Saint James. Je me rappelle de la bouteille, de la couleur du rhum. Et je me rappelle aussi surtout des meubles, les meubles de la maison du Rav. C'était des cajots, des vieux cajots de fruits avec un petit napperon dessus. Il n'y avait aucun signe de confort, de richesse ou quoi que ce soit. Il avait un amour particulier pour cette Masechet. Tellement particulier qu'il avait dessiné sur les pages de garde des cœurs en rouge de cette Masechet-là. Pour les besoins de la yeshiva, pour le calendrier de la yeshiva, j'imagine, ou pour un autre besoin, il était nécessaire de prendre des photos des shiurim de la yeshiva. Et donc, parmi les shiurim de la yeshiva, il y avait aussi le shiur du Rav. Et donc, on a pris une photo sur le shiur du Rav. Quand le photographe est arrivé pour prendre la photo, la prise de vue devait durer quelques secondes. On était dans le vrai shiur, c'était pas à monter. C'est quelques secondes que devait durer la photo. Le Rav a dit, ne faites pas semblant d'étudier. Étudiez vraiment. Même pendant les quelques secondes que le photographe prend la photo, ne faites pas semblant d'étudier. Même la photo doit refléter le Emet. Ça, c'est la mida du Rav, le Emet. Une photo, c'est 1 seconde. Eh ben, il a eu l'inquiétude que pendant cette seconde de la photo, qu'on transmette dans cette photo quelque chose qui n'est pas tout à fait Emet. Un des enseignements du Rav qui reste gravé dans nos têtes, c'est cette notion que c'est jamais trop tard pour s'améliorer. Le Rav disait, tomber dans la boue, c'est possible. Rester dans la boue, non. On peut faire des fautes. Et c'est pas pour ça qu'on était rejeté par le Rav. Mais on ne reste pas dans les fautes. On s'améliore. Et cette option que nous intégrait le Rav en nous-mêmes, de savoir qu'on peut toujours s'améliorer, ça nous accompagne toute notre vie. Quelles que soient les époques, quelles que soient les fautes, quels que soient les moments, on dit « Ah, mais le Rav, il a dit que c'est possible. Alors on y va. » Et on y va. Un Rav, en fait, pour qu'il soit efficace, c'est qu'il donne envie de s'améliorer. Et le Rav, toutes les minutes, ce qu'on voyait de lui,
s'il nous donnait envie de nous améliorer. Quel que soit notre état, quel que soit notre métier, quelle que soit la voie qu'on a choisie, on avait cette image de émet, de émouna, de bonté, de gentillesse, de simplicité qui nous aide et qui nous accompagne toute notre vie. C'est pas quelque chose on est passé par une école et c'est anecdotique. Faux, c'est notre vie. La part du Rav dans la vie de milliers de Bahurim, elle est énorme, énorme. Et les derniers mois, les derniers jours, les dernières semaines, on était là, tous les anciens et d'autres. Et moi, je me rappelle que quelques jours avant la Ptira Mamash, quelques jours, j'avais été le voir. Et pendant toute la durée de cette visite, de ce Bikur Cholim, il ne m'a parlé que de mon père. Comment va ton père? Qui c'est qui s'occupe de lui? Quel infirmier s'occupe de lui? Ça veut dire qu'aux dernières heures de sa vie, c'était quoi sa principale préoccupation? L'autre. Dis-moi un mot de toi, un mot de tes souffrances, rien. C'est comment va l'autre? Comment va ton père? Quel infirmier s'occupe de lui? C'était ça le Rav. L'héritage du Rav aujourd'hui, c'est le Olam de la Torah de France, d'Israël, de Bnei Brak et partout. Là où vous posez les pieds, ici c'est un kollel tenu par un ancien ex-léva. Ici c'est un yeshiva, c'est le Magidei Shohor, c'est des Bahurim de la yeshiva. Là où vous allez, là où vous mettez les pieds, vous trouvez l'héritage. L'héritage, c'est que l'objectif du Rav de développer la Torah dans un pays où il n'y avait rien, il l'a pleinement réussi. Le mérite de Rav Gershon, de Rav Haikin alayhi shalom, est qu'ils ont réussi l'objectif. Rav Gershon, il disait, si tout ce travail, il a travaillé 50 ans dans la yeshiva, se faisait pour un seul Bahour qui réussit dans la Torah, ça vaut le coup. Eh bien, c'est pas un seul Bahour qu'ils ont réussi, c'est des milliers de Bahourim. Tout ce qu'un Rav, un vrai Rav peut donner à un élève, ça veut dire avoir envie de lui ressembler, avoir envie de faire comme lui, avoir envie d'aller vers ces midotes-là. L'avoir toujours en tête quand tu veux faire quelque chose de travers, tu dis, ah, et le Rav, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Et cet amour-là de vouloir s'améliorer, de vouloir le ressembler, c'est le meilleur cadeau qu'un Rav peut donner à des élèves. Et c'est des cadeaux qu'on ne peut pas oublier toute sa vie, en permanence. Quand on étudie, il y a les phrases du Rav qui arrivent en permanence. Par exemple, Zugvaiter le Gmur, c'est du Yiddish. Allez, on avance la Gemara. C'est une phrase qui est gravée dans la tête, même en tant que Sfarad. Zugvaiter le Gmur. Ça, tu vois le Rav en face de toi? Tu vois le Rav en train de faire un shiur? Quand le Rav est niftar et qu'on a sorti le Haron de la maison de sa fille, je me rappelle que Rav Brandt, chez Ibadel Haim Tovi, m'a dit « Tate, on t'aime. Tate, on t'aime. » Ça veut dire « Papa, on t'aime. » Je pense que cette phrase-là, tous les centaines et milliers de Bahurim de la Shiva peuvent la dire. « Tate, on t'aime. » Et pas au passé, c'est au présent. Chaque jour, on aime le Rav Haikin avec ce qu'il nous a apporté. Chaque jour, on l'aime. Même sans parler yiddish, même un Marocain peut dire « Tate, on t'aime ».